Jeudi 23 décembre 2021, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française. Merci de choisir Aviva pour vous informer. À la une des actualités de ce jour, un dernier hommage a été rendu au colonel Ndjianambine Olivier, directeur de la sécurité au niveau de la primature ce jour au Toubratsi Mandjave, un grand homme et un héros qui, en sauvant ses compatriotes, y a laissé sa vie. Les honneurs militaires lui ont été rendus ce matin en présence du président de la République, chef suprême des forces armées et grand maître de l'ordre national malagasy. Lors de la cérémonie, feu le colonel Ndjianambine Olivier a été élevé au rang de commandeur de l'ordre national malagasy à titre posthume pour son dévouement à la patrie. Un reportage sur les images de Andra Zanjebe. Le colonel Ndjianambine Olivier a passé l'arme à gauche à l'âge de 49 ans. Il était de la 20e promotion de l'académie militaire à Antirabé et sortait de l'école militaire de gendarmerie à Muramang en 1997. De nombreuses responsabilités lui avaient été confiées, tant au niveau de la gendarmerie que dans le pays, dont la dernière a été la direction de sécurité de la primature. Feu le colonel Ndjianambine Olivier a été parmi les 4 passagers victimes du crash d'hélicoptère lundi dernier, au cours duquel il a laissé sa vie. Un dernier hommage lui a été rendu ce jour au Toubratsi Mandjave. Le colonel Ndjianambine Olivier est un héros national, mort dans l'accomplissement de ses fonctions pour sauver ses compatriotes, a souligné le président de la République, chef suprême des forces armées pour son hommage. L'officier supérieur a été élevé au rang de commandeur de l'ordre national à titre posthume pour son dévouement envers la patrie. Le défunt a laissé une veuve et 2 orphelins. Après la cérémonie d'hommage et d'adieu au Toubratsi Mandjave, son corps a tout de suite été emmené vers Antsranan pour y être inhumé. Le corps du colonel Rakotomiliar Son-Air, le pilote de l'hélicoptère qui s'est crashé, a été retrouvé ce jour vers 13h45. Le colonel Rakotomiliar Son-Air, l'ancien commandant de la base 213 Eva Toubani, était surtout réputé pour sa performance durant l'opération de sauvetage de nos compatriotes lors de l'inondation de 2020 à Mahadzamba. Un reportage de Secharjianasi. 3 jours après les recherches, le corps du colonel Rakotomiliar Son-Air, connu sous l'appellation du colonel Air, a été retrouvé ce jour. Le colonel Air, pilote qui était aux commandes de l'hélicoptère qui s'est crashé lundi au large de la mer de Sonyaranivong. Il est l'un des plus jeunes militaires au commandement de l'armée malagasy. En effet, avant sa mort, il était commandant de la base 213, Bani Ivatu. Tous les moyens, avions et hélicoptères de l'armée aérienne, ont été déployés pour sa recherche, et voilà que l'on n'a retrouvé que son corps. Il est aussi à rappeler que ce dernier était particulièrement expérimenté en sauvetage. Le colonel Air est surtout réputé pour le sauvetage de nos compatriotes lors de l'inondation à Mahadzamba en 2020. Le colonel Rakotomiliar Son-Air a laissé derrière lui une veuve et 3 enfants. Une enquête sera ouverte sur le naufrage du Francia qui a fait du nombre mort à Sonyaranivong lundi dernier, notamment en ce qui concerne les personnes responsables de l'accident. Des mesures seront prises en fonction des résultats des investigations. Il a été d'emblée décidé durant le Conseil des ministres hier que le propriétaire et le capitaine du bateau Francia, qui sont toujours recherchés actuellement, ne pourront plus exercer dans le domaine du transport maritime. Toujours un reportage de Secharjianasi. Des mesures strictes seront prises à l'endroit des bateaux qui transportent illégalement des passagers, à l'instar du Francia qui a fait naufrage à Sonyaranivong lundi dernier. Aucun document n'a en effet autorisé ce bateau à transporter des passagers. Par ailleurs, il a été aménagé pour transporter des marchandises et non des passagers. Qui plus est, sa dimension et sa puissance ne permettent d'accueillir que 3 navigateurs et 20 personnes tout au plus. Cependant, 138 personnes étaient à son bord, ce qui a conduit à cet accident.
Rappelons que le navire a quitté Antananarivo, ce qui démontre le transport clandestin vu que son départ n'a pas eu lieu au port habituel. Par ailleurs, l'identification des personnes qui ont perdu la vie dans ce naufrage est devenue difficile étant donné que les informations manquent à leur sujet. Les corps commencent à se détériorer. De ce fait, afin d'aider les familles des victimes dans l'identification des corps, ces derniers seront pris en photo et de numéros leur seront attribués. Pour ceux sur lesquels on a trouvé des pièces d'identité, une liste sera élaborée comme il a été décidé durant le Conseil des ministres d'hier. Le gouvernement prendra en charge les cercueils dans lesquels les corps reposeront. Et les personnes qui pensent que des membres de leur famille font partie des victimes du naufrage du Francia sont invitées à rejoindre Sonieranivong. Pour ce faire, ces dernières ont jusqu'à ce vendredi, délai au-delà duquel les corps devront être inhumés. Le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale, victime du crash d'hélicoptère en rapport avec ce naufrage, a déclaré qu'il reprendra ses fonctions après 24 heures. Et il a tenu parole étant donné qu'il est sorti de l'hôpital hier matin et a déjà assisté au dernier Conseil des ministres de cette année 2021, au cours duquel il a représenté le ministre de la Sécurité publique. Pour son courage et son bravure dans le crash d'hélicoptère dont il a survécu, le général Serge Gelé, secrétaire d'État en charge de la gendarmerie, est promu au rang de général corps d'armée. Laïtsara Jimmy Arson, le mécanicien adjudant-chef, quant à lui, est promu sous-lieutenant. Quant aux pêcheurs qui ont aidé les victimes à retrouver la terre ferme dans Zambie, ils seront inscrits à l'ordre de mérite. Comme il l'avait déjà dit, dès qu'il a atterri à Maham, 24 heures après qu'on l'ait retrouvé, le SEG a repris ses fonctions. Dès sa sortie de l'hôpital hier matin, ce dernier a assisté au dernier Conseil des ministres de cette année où il a représenté le ministre de la Défense nationale. Mais en mémoire de ceux qui ont perdu la vie dans le naufrage du bateau Francia à Sonieranivong, ce jour du 23 décembre a été décrété jour de deuil national. Le drapeau national a été mis en berne ce jour dans toutes les institutions publiques, civiles et militaires dans tout le pays. Par ailleurs, une messe commémorative a également eu lieu à Sonieranivong cet après-midi. Mais dans un tout autre sujet, la production et la mise en vente des médicaments traditionnels améliorés pour le traitement de la Covid-19 nécessitent une autorisation, a expliqué le directeur de la pharmacie, des laboratoires et de la médecine traditionnelle du ministère de la Santé publique. Il appartient en effet au ministère de décider de la production et de la vente de ces derniers selon les décisions de la commission concernée. Depuis que la pandémie a frappé, beaucoup de Malagasy affirment avoir trouvé des médicaments pour traiter la Covid-19, notamment des médicaments traditionnels. Les médicaments traditionnels améliorés sont à base de plantes, d'animaux ou de minéraux pouvant soigner et assurer l'immunité et le plus important, vérifier scientifiquement. Par ailleurs, il existe des conditions requises avant la production et la mise en vente de ces médicaments traditionnels améliorés. Aussi, tout un chacun doit faire preuve de vigilance en ce qui concerne les médicaments traditionnels améliorés sur le marché, dont la production et la mise en vente n'ont pas été autorisées. Le ministère de la Santé publique est garant des médicaments dont il a octroyé une autorisation, ce qui n'enlève pas toutefois la responsabilité des industries de fabrication. Aucune crainte concernant la distribution de médicaments tient à rassurer le président de l'Ordre des pharmaciens ce jour. Les pharmacies disposent suffisamment de médicaments, même en cas de croissance de la demande face au rebond de la pandémie de Covid-19. Ce dernier alerte également sur l'automédication qui ne fera qu'empirer la situation. D'ailleurs, les pharmaciens ne fourniront aucun médicament sans prescription médicale, excepté les fortifiants. Des mesures ont également été prises dans le cadre du renforcement de la lutte contre la Covid-19, mais également à l'approche des fêtes de fin d'année. Reportage sur les images de Sechajianab. Aucune crainte ne doit avoir lieu concernant la distribution des médicaments face à la propagation de la Covid, rassure le président de l'Ordre des pharmaciens ce jour. Même en cas d'augmentation des demandes, des mesures ont déjà été prises par les pharmaciens. Nous disposons de suffisamment de médicaments pour satisfaire ces demandes. Les expériences durant les précédentes vagues de Covid-19 nous ont servi de leçon, poursuit ce dernier. Mais le prix au niveau des pharmacies dépend entièrement du prix des fournisseurs, toujours d'après les explications.
Face à la recrudescence des cas de Covid, mais également dans le cadre de la prévention durant les fêtes de fin d'année, la politique des pharmacies de garde sera de nouveau appliquée. À compter de ce samedi 25 décembre, 10 pharmacies assurant la garde pour Antananarivo, si les pharmacies aux alentours de la ville ont toujours été de garde. Même système pour les autres régions, tout en tenant compte de la situation sanitaire dans ces régions. Le président de l'Ordre national invite également tout un chacun à ne pas avoir recours à l'automédication, mais à directement consulter un médecin. Les pharmacies de leur côté soulignent qu'ils ne fourniront aucun médicament sans prescription du médecin, excepté les fortifiants. En cette période de fête de Noël, de fin d'année et de Nouvel An, les églises luthériennes de Madagascar ou FLM respectera l'effectif exigé par les restrictions sanitaires ainsi que la distanciation sociale durant les cultes. Selon les explications du président du FLM, toutes les églises luthériennes mettront en place de nouvelles mesures selon toujours les explications. De nombreux sans-abri élisent domicile dans le tunnel d'Amboïda en cette période de veille de fête. Une habitude dans l'espoir d'y recevoir des dons, des aides pour trouver de quoi se nourrir selon eux. Amiana Martina et Nzaranjiansu sont venus à leur rencontre aujourd'hui. Comme chaque année en cette période, les personnes défavorisées, mendiants, sont de plus en plus nombreux à rejoindre le tunnel d'Amboïda. Une habitude en cette période de fête, dans l'espoir de recevoir des dons venant des associations ou encore des personnes de bonne volonté. Ainsi, cette mère de famille habite à Nuspachan, mais elle y vient tous les jours pour mendier. Elle est mariée et mère de 3 enfants. À chaque période de fête, je viens ici pour chercher un peu d'argent. Je mendie et ce que je reçois, je l'utilise pour acheter des bêtes à élever ou pour acheter des jouets pour mes enfants, affirme Avch. Pour le cas de Pascaline, elle est là parce qu'elle est en situation de précarité. Elle habite à Tanzubat et elle travaille comme marchande ambulante, mais comme le commerce ne marche pas bien, elle vient ici pour y trouver de quoi vivre pour les fêtes. Le tunnel d'Amboïda constitue un espoir pour elle. Selon ses mères de famille, elle arrive à gagner 10 000 arrières par jour en mendiant ici. Diverses associations ainsi que des personnes de bonne volonté y viennent également pour leur apporter des aides. Mais sur le plan international, les contaminations Covid-19 continuent de grimper en France où 84 272 nouveaux cas ont été confirmés mercredi, selon les chiffres publiés par Santé publique France. Un reportage de France 24. Dans les rues de Figueras, comme partout en Espagne, le port du masque est de nouveau obligatoire dans la rue. Près de 90% de la population est pourtant vaccinée, mais le pays vient d'enregistrer un nouveau record de 60 000 contaminations en 24 heures. Je pense que c'est très bien en fait. Je crois totalement à la restriction. Je pense que c'est normal car la situation n'est pas bonne en ce moment. Il faut l'accepter. À Rome également, le port du masque dans la rue redevient obligatoire et la mesure devrait être généralisée à toute l'Italie. Je pense que c'est une mesure complètement inutile. Ça ne sert à rien de se couvrir le visage à l'extérieur. C'est pénible bien sûr, mais c'est toujours mieux que d'être en quarantaine. En Belgique, les cinémas et les salles de spectacle seront fermés à partir de dimanche. Pourtant, le nombre de contaminations a été divisé par 2 en 3 semaines. Je trouve ça très dur pour les salles de cinéma et pour les salles de spectacle, parce que c'est la période des fêtes, c'est sûrement un moment où on va tous en profiter normalement, et la fermeture maintenant, je trouve ça un peu drastique vu l'évolution actuelle des courbes en Belgique. On nous a vraiment recommandé de faire un vaccin en nous disant grâce à ça, vous allez pouvoir retrouver une vie normale, et au final, ça revient à la même chose, donc je suis pas forcément d'accord avec ça. En Belgique, le monde de la culture se dit sacrifié. Notre salle fait 900 places, elle est ventilée, on a des détecteurs de CO2, tout le monde est testé à l'entrée. Honnêtement, ça n'a aucun sens. Quand on voit le monde qu'il y a dans les transports en commun, dans les trams, dans les bus, avec de la buée sur les fenêtres, on est tous les uns sur les autres, ça n'a franchement aucun sens. Mais en Belgique, pas de nouvelles restrictions pour les restaurants qui pourront rester ouverts pour le réveillon. 2 études menées en Grande-Bretagne et publiées mercredi montrent que les infections au variant Omicron du Covid-19 sont moins susceptibles de provoquer des hospitalisations par comparaison avec le variant Delta, confirmant une tendance d'abord observée en Afrique du Sud. Toujours un reportage de France 24.
Et si le variant Omicron était moins dangereux que ses prédécesseurs, et notamment Delta? C'est la thèse soutenue par le prestigieux London Imperial College. Malgré un nouveau record de contamination au Royaume-Uni, où 106 000 cas ont été détectés ce mercredi, les experts affichent un certain optimisme. Pour cela, ils ont comparé deux courbes, celle des infections exponentielle avec celle des hospitalisations, en très légère hausse. Leur première conclusion, les malades d'Omicron ont 20 à 25% de chances en moins de contracter une forme grave qu'avec le variant Delta. Ce qu'on voit en Angleterre, c'est qu'il y a plus de patients hospitalisés dans ce qu'on appelle les lits conventionnels, où on leur donne de l'oxygène, où ils n'ont pas besoin d'être intubés, qu'il y en a en réanimation. Une tendance déjà observée en Afrique du Sud où a été détecté Omicron pour la première fois le mois dernier. Sur place, les cas sont en baisse et le pic de la vague n'a pas coïncidé avec une importante hausse des décès. Selon une autre étude, Omicron ciblerait davantage les vaccinés et les jeunes des populations peu à risque, toujours moins susceptibles d'être hospitalisés que les personnes non vaccinées. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mercredi à l'unanimité une résolution proposée par les États-Unis pour faciliter pendant un an l'aide humanitaire à l'Afghanistan. Les talibans saluent un bon pas en avant, espérant la levée prochaine des sanctions visant le régime islamique. Reportage. Des États-Unis, mais c'était une demande de longue date de tous les acteurs de l'aide humanitaire et notamment ici à l'ONU qui s'inquiétaient des conséquences des très brutales sanctions qui pèsent sur le régime taliban, brutales pour la population puisque effectivement il y a énormément d'argent qui est bloqué depuis l'arrivée des talibans au pouvoir avec des conséquences parfois inattendues qui étaient que certains acteurs de l'humanitaire, des associations mais aussi des prestataires, eh bien simplement ne voulaient plus faire commerce ou exercer leur activité finalement en Afghanistan, tout simplement parce qu'ils avaient peur de tomber sous le coup de ces sanctions internationales. Donc il s'agit de clarifier ce régime. Malgré tout, c'est un compromis, puisque d'un côté, il y avait les États-Unis qui au départ voulaient simplement des exceptions au cas par cas, et puis de l'autre côté, notamment la Chine ou la Russie, qui disaient il n'est pas question de négocier à chaque fois sur cette aide humanitaire, il faut aller plus largement. Donc on a ce compromis, mais les Américains notamment, mais aussi leurs alliés européens, insistent beaucoup sur le fait qu'il ne s'agit pas de lever les sanctions économiques contre le régime taliban et leur soutien, simplement d'essayer d'alléger les souffrances de la population qui se sont accrues effectivement depuis l'arrivée au pouvoir des talibans et ces sanctions internationales. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec votre série Revenge. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités.